Bonjour, Demain la Cité vous propose une émission spéciale. Nous avons quitté nos studios pour aller sur le terrain à la rencontre d'un élu local. Car les villes françaises souffrent. Crise économique, chômage, crise du logement, baisse de la dotation globale de fonctionnement. Les maires sont en première ligne pour défendre les intérêts de leurs habitants. Aujourd'hui, nous sommes en Essonne, à Fleury-Mérogis, une ville de près de 10 000 habitants. Nous allons rencontrer son maire, David Derouet, un maire qui se bat sur plusieurs fronts, un maire en colère. David Derouet, bonjour. Bonjour. Parlons emploi. Vous vous battez depuis 5 ans pour les emplois de l'usine Vernis-Soudé. Vous vous êtes battu pour la reconstruction de cette usine. Aujourd'hui, vous vous battez pour la non-délocalisation de cette usine. Oui. Alors rappelons les faits, cette usine qui était allemande il y a 5 ans est aujourd'hui aux mains d'un groupe japonais. Et quand il y a changement d'actionnaire, il y a toujours des inquiétudes. Vous avez interpellé l'État sur cette question, vous avez interpellé également les entreprises Peugeot et Renault clientes de cette usine. Où en êtes-vous aujourd'hui sur ce dossier ? Alors, depuis 5 ans, nous ne nous battons pas contre la délocalisation. Jusqu'ici, il n'y avait pas de projet de délocalisation de cette usine. Peu de personnes savent que nous avons des fleurons de l'industrie à Fleury-Mérogis, notamment cette usine qui est leader européen dans la fabrication de peinture automobile. Effectivement, lorsqu'elle appartenait à un groupe allemand qui était Bolligung Kemper, elle ne souhaitait pas délocaliser. Il y avait un projet de reconstruction d'une usine neuve dans notre agglomération au regard de la vétusté des locaux. Depuis le 1er janvier, un groupe japonais, notamment Nippon Paint, est 100% majoritaire de cette usine et lui a 2 scénarios sur l'avenir de l'usine qui est située en cœur urbain. C'est éventuellement une délocalisation en Europe de l'Est. Donc il a fallu 5 ans de courriers, de notes, de réunions avant qu'un ministre se saisisse du dossier. Aujourd'hui c'est le cas. Nous avons une réunion par mois en préfecture de région. L'objectif étant de maintenir l'emploi en France, évidemment, d'améliorer les conditions de travail des salariés qui sont aujourd'hui particulièrement inquiets sur leur avenir car on ne leur dit rien, et puis aussi de protéger l'environnement. Voilà. Alors, vous vous battez pour le Made in France, le Made in Fleury-Mérogis. Vous êtes obligé également d'interpeller des grandes entreprises comme Peugeot et Renault qui sont clientes de cette entreprise. Oui, alors parce que Peugeot est un des plus gros clients de cette usine, Nippon Paint. Renault a récemment été client sur Dacia. Et puis BMW, par exemple, est un gros client également en Europe de Nippon Paint. Donc aujourd'hui, on a l'usine leader européen et à partir du moment où on a 2 constructeurs français qui font travailler le groupe, j'estime que, alors même qu'ils font des grands discours sur le Made in France, j'ai saisi Louis Gallois, évidemment président du conseil de surveillance de PSA Peugeot Citroën, et Carlos Ghosn, le directeur général de Renault, afin qu'ils se positionnent dans les actes pour le Made in France, en demandant au groupe japonais de construire une usine neuve en France. Nous avons eu à ce titre une réponse de Louis Gallois favorable. Voilà. Nous attendons toujours la réponse de Carlos Ghosn. S'agissant de Peugeot, c'est sur la question des rétorsions économiques qu'il prendrait à l'encontre du groupe japonais que nous n'avons pas de réponse. Donc, en tant que maire, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez peut-être appeler au boycott ? Oui, alors on le peut. Avant tout, nous avons la réponse de Peugeot qui effectivement soutient le projet d'usine neuve. Donc nous qui étions en contrat, la ville, avec le concessionnaire Renault, eh bien nous passons d'ores et déjà chez Peugeot, puisque Louis Gallois a fait un geste de soutien de l'emploi sur le territoire et soucieux des conditions de travail des salariés. Il n'a cependant pas répondu à une question qui est quelles sont les mesures de rétorsion économique qu'il entend prendre si jamais les Japonais étaient amenés à délocaliser en Europe de l'Est. Car si ce n'est pas la culture française, c'est la culture du Japon, la culture des États-Unis, que de dire aux grands groupes, si vous délocalisez, alors eh bien, nous rompons les marchés avec vous. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la culture française. Au moment où on parle de TAFTA, et si le gouvernement se dit contre TAFTA, c'est l'occasion de le démontrer, et de démontrer que pour défendre le Made in France, eh bien, on sait prendre des mesures, non pas de protectionnisme économique, mais de protection d'un modèle de développement du travail et humain.
Et puis sur Renault, dans 2 semaines, si nous n'avons pas effectivement de réponse de Carlos Ghosn, directeur général, au-delà du fait que nous passons le parc automobile de Renault à Peugeot, ce qui est en réalité peu dans le chiffre d'affaires de Renault, eh bien, nous appellerons effectivement à un boycott national en expliquant les pratiques de certains constructeurs automobiles français qui se disent pour le Made in France, mais qui peuvent parfois être tentés de soutenir certaines délocalisations pour avoir des prix tirés et amoindris sur leurs fournisseurs. Donc, éventuellement, un appel citoyen au boycott, un travail à faire au niveau de l'État, au niveau des parlementaires sur la notion de rétorsion économique. C'est ce que David Derouet encourage sur ce projet-là. Mais pas seulement, puisque j'ai également saisi le ministre Emmanuel Macron, qui doit officiellement aujourd'hui prendre position, et il ne l'a toujours pas fait, suite à notre saisine officielle à 2 reprises. En réalité, il faut quand même rappeler que et Peugeot et Renault ne sont pas 100% des entreprises privées. L'État est actionnaire à 14 et 15% respectivement de Peugeot et de Renault. Donc la question est aujourd'hui, que fera l'État si le groupe japonais délocalise? Je dis, moi, à Emmanuel Macron, et je lui demande de faire comme Barack Obama le fait, c'est-à-dire, si les Japonais délocalisent, la France rompra ses relations avec le 5e groupe mondial de la pétrochimie qui est Nippon Paint. Mais autour de cette usine, il y a un autre enjeu, c'est celui de la sécurité. Y a-t-il aujourd'hui, comme vous l'avez dit il y a quelque temps, un risque industriel sur ce site? Bien sûr qu'il y a un risque industriel. Par pression du groupe, plusieurs commissions de sécurité depuis plusieurs années sont repoussées, ce qui est assez hallucinant. À l'heure où on parle de la COP21, rappelons-nous l'événement de Toulouse avec AZF, qui était catastrophique. Et donc nous sommes sur un site classé qui n'est effectivement plus Seveso, car il y a eu quelques investissements, mais les salariés travaillent dans des conditions absolument abominables. Vous avez quand même des solvants qui sont très toxiques pour la peau, pour les poumons. Ils travaillent d'ailleurs parfois sans masque. Et vous avez une usine qui est très très vieille, donc très vétuste, qui n'est plus adaptée pour produire la masse de peinture qu'elle doit produire. C'est une usine qui est placée en zone de logement. Autour. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les règles du plan local d'urbanisme, les règles de la COP21, je rappelle que les usines classées, en tout cas l'industrie chimique, etc., ne doivent plus se trouver en cœur urbain. Elle doit être placée dans une zone industrielle. Nous avons d'ailleurs, à ce titre, trouvé toutes les solutions pour qu'elle puisse être accueillie dans un site dédié à cet effet. Aujourd'hui, il y a un véritable risque industriel. Toutes les autorités ont été alertées depuis 4-5 ans sur ce risque et repoussent ce risque sur de la pression, ce qui est absolument, pour ma part, scandaleux lorsqu'on a vécu les événements tragiques ces dernières années sur, évidemment, des accidents industriels, mais au moment où on parle de la COP21 et au moment où on parle des conditions de travail des salariés. Donc aujourd'hui, il faut absolument que cette usine neuve soit reconstruite et que les salariés puissent retrouver des conditions de travail dignes de ce nom. Il faut rappeler que l'actionnaire a acheté l'usine en toute connaissance de cause sur ce problème de sécurité. Bien sûr. C'est à lui d'agir avec vous, avec les élus, avec l'État. Quelle est la solution? Délocaliser pas très loin d'ici, sur une zone sécurisée? C'est exactement ça. Alors évidemment, le groupe Nippon Paint a bien acheté le site en connaissance de cause. Il a d'ailleurs fait chiffrer le montant de la dépollution du site, qui s'élève à entre 1,5 et 2 millions d'euros. Donc il a parfaitement connaissance de la situation. Il est quand même assez atterrant de voir qu'un groupe japonais, au moment où le Japon connaît ce qu'il connaît comme drame, connaît des problèmes de pollution, connaît les risques industriels qui ont fait des victimes, se comporte ainsi et envisagerait de délocaliser pour être a priori moins contraint par certaines normes environnementales. Donc je demande là encore à ce que les députés, je l'ai fait via le député de la circonscription qui ne m'a toujours pas répondu, et le ministre, je demande à ce que les Japonais se positionnent sur quel est finalement leur souhait, leur stratégie industrielle et ce qu'ils défendent ou pas en termes d'environnement, car on ne peut pas avoir un double discours. En tout cas, vous avez une solution à leur proposer, affaire à suivre. Autre bataille que vous menez, c'est celle sur les contrats de ville. Vous avez d'ailleurs lancé une pétition citoyenne. Concrètement,
Plusieurs projets devraient bénéficier de subventions. Or, on vous a annoncé que vous n'allez toucher aucune subvention pour ces projets. Qu'en est-il exactement ? Pour l'instant, c'est 0 €. On nous dit simplement que le dispositif de réussite éducative, qui est un dispositif très efficace d'accompagnement des enfants, sera maintenu. Mais sur l'ensemble des gros projets, il est dit que la ville de Fleury-Mérogis aura 0 €, mais pas seulement. C'est-à-dire que les contrats de ville concernent les agglomérations. L'ancienne agglomération du Val d'Orge, dont nous faisions partie, désormais nous faisons partie de Cœur-d'Essonne. 4 villes sont concernées, Fleury-Mérogis, Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge. Aujourd'hui, on nous dit vous aurez 0 €, mais ce n'est pas une demande de subvention, un contrat. Un contrat, c'est un contrat. Ça lie une institution, qui est l'État, aux collectivités locales, que sont les villes et l'agglomération. Dès lors, nous avons lancé cette pétition citoyenne, car on ne peut pas avoir été éligible à un dispositif, et aujourd'hui nous dire que nous n'aurons rien parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Et si nous avons lancé cette pétition, nous faisons travailler également un cabinet d'avocats sur les éventuelles pratiques clientélistes de l'État. Je dis bien éventuelles, car nous allons demander au président de la République de faire la lumière sur cette affaire, car nous savons que des agglomérations, notamment celles voisines, eh bien, absorbent une grosse partie des subventions du département. Je n'ose pas imaginer que c'est parce que c'est celle du Premier ministre. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire qu'il y a des villes qui touchent des subventions dans le cadre des contrats de ville et d'autres, comme la vôtre, qui n'y ont pas droit, alors que toutes devraient obtenir des moyens par contrat. Bien sûr, il y a des critères très précis pour bénéficier de subventions en France. Là, nous sommes sur des contrats où il y avait des critères également extrêmement précis. Nous sommes rentrés dans le dispositif parce qu'en réalité, si vous voulez, si Fleury-Mérogis ne rentre pas dans ce qu'on appelle la politique de la ville, ça veut dire qu'aucune ville de France ne peut y rentrer. Je le dis ça pas par prétention. C'est simplement parce que nous avons le 6e taux de précarité le plus important du département. Nous avons 81% de logements sociaux, ce qui est le taux le plus élevé de France. Donc si nous ne sommes pas éligibles à des subventions, aucune autre ville ne peut l'être. Donc il est assez atterrant de voir qu'en réalité, eh bien, pas seulement à l'échelle de l'Essonne, mais à l'échelle de l'Île-de-France, on voit que certains élus, députés, présidents d'agglo, parce qu'ils sont bien placés, on voit qu'il y a un fléchage des subventions qui est plutôt favorable aux unes, plutôt défavorable aux autres. C'est donc une rupture de l'égalité de traitement des communes dans le cadre de la République, ce qui pose un véritable problème au moment où on parle d'égalité républicaine. Néanmoins, la France est en crise, il faut faire des économies. Comment faites-vous au niveau de la gestion de votre ville ? La France est en crise et il faut faire des économies, certes, mais aujourd'hui, les banques doivent plus à l'État français que l'État doit aux banques sur son endettement. Qui plus est, on a un gouvernement qui fait un peu marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière. Je rappelle qu'il était prévu de taxer les bénéfices nets des sociétés d'autoroutes d'1 milliard d'euros par an sur les 2 qu'elles perçoivent après avoir abondé les actionnaires et réalisé tous les investissements. Il est donc possible de trouver l'argent sur les contrats de ville. Qui plus est, ce qui est quand même scandaleux, c'est que 2600 communes étaient concernées par les subventions politiques de la ville. Nous sommes passés à 1300 et il y avait alors le discours que les enveloppes seraient donc plus conséquentes à enveloppe nationale identique. Or, ce n'est absolument pas le cas, donc c'est d'une part un mensonge d'État. Et puis, pourquoi les habitants de Fleury n'auraient pas droit au même traitement que les habitants des villes voisines ? Au moment où le gouvernement parle d'apartheid social et territorial en France, où il dit qu'il veut lutter contre, les habitants de Fleury seraient-ils différents de ceux d'Évry, de Courcouronnes ? Les habitants de Sainte-Geneviève-des-Bois seraient-ils différents également de ceux de Corbeil? Sommes-nous pas en République française? Il y a donc l'apartheid social et territorial, aujourd'hui, qui est créé par cette inégalité des attributions des subventions dans le cadre du contrat de ville. C'est ce que je constate. Alors, le maire que vous êtes se bat pour continuer à faire vivre des projets. On ne va pas citer la rénovation du quartier des Honnêtes sans aide de l'ANRU, ni le mode original de la création et la construction de votre écoquartier des Joncs Marins. On pourrait également citer la création de la première crèche en horaire adapté pour le personnel du ministère de la Justice. Bref, de nombreux projets ont vu le jour à Fleury-Mérogis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de lancer de nouveaux projets ? Bien sûr, nous nous battons depuis 2 ans sur de nouveaux projets originaux
qui permettent de répondre à des besoins. Le premier, c'est sur le domaine de l'administration pénitentiaire. Des grands projets d'État sont prévus autour de cette maison d'arrêt qui est la plus grande d'Europe, un centre de formation, le rapatriement du GIGN de l'administration pénitentiaire, et donc il y a des besoins de logement. Ils sont estimés à 105. Nous avons donc proposé de réaliser cette résidence, ce qui permet une recette pour l'État qui dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de moyens, d'avoir une recette d'1,3 million et qui plus est de répondre aux problématiques que vivent les personnels du ministère de la Justice. Et pour autant, sur ce dossier, une nouvelle fois, comme sur la crèche à horaire adapté, nous sommes face à une lenteur administrative, à une bureaucratie d'État qui est assez atterrante, et le ministre, le nouveau, qui s'était engagé à une réunion de travail sur cette question, eh bien, n'a toujours pas répondu à l'appel, et nous sommes toujours en attente d'une validation, alors même que ce courrier, en réunion, a fait l'unanimité de tous les partenaires. Ensuite, nous avons un deuxième projet sur lequel nous nous battons depuis 5 ans. Comme toutes les villes, nous avons un vieux centre commercial qui est petit, enclavé, dont le bâti est particulièrement dégradé et dont les commerçants souffrent avec des chiffres d'affaires qui périclitent. Nous avons également au sein de ce centre commercial un gros problème d'insécurité et donc nous avons fait réaliser, avec le préfet délégué à l'égalité des chances, une étude sur ce centre. Depuis 5 ans maintenant, nous nous battons pour que ce centre puisse être requalifié. Aujourd'hui, le bâti ne peut pas être rénové, les études montrent que cela coûterait plus cher de faire du neuf. Nous avons donc proposé d'acquérir le foncier moins cher que l'État nous propose. Eh bien, cela fait 2 ans que nous n'avons même pas eu une seule réunion avec Bercy sur cette question. C'est-à-dire que systématiquement, si vous voulez, quand sur un quinquennat, vous avez 4 ans avant d'obtenir une réponse sur un projet, c'est un peu compliqué parce que les différents ministres et les différentes administrations d'État se renvoient la balle. Si je comprends bien, vous êtes un maire en colère contre les lenteurs administratives ? Bien sûr, contre les lenteurs administratives, mais également contre les incohérences dans les paroles et les actes de l'État. On défend le Made in France et en réalité ne pas se donner les moyens de défendre l'emploi sur le sol national. Défendre le logement, mais ne pas être capable, au bout de 2 ans, de donner une réponse concrète, rapide, aux élus. Défendre la sécurité, mais en même temps laisser dans un vieux centre commercial qui périclite un trafic de cocaïne qui a lieu H24. Voilà, tout ça, c'est scandaleux, c'est incompréhensible. Évidemment qu'à ce rythme-là, le pays ne peut pas avancer. Monsieur le maire, merci beaucoup. Vous l'avez compris, David Derouet, maire de Fleury-Mérogis, est un maire en colère. Le débat continue sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Demain la Cité. Au revoir.